Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le journal, voici les titres. Le Maroc réaffirme son intention de se retrouver au sein de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume sharifien s'en est ouvert au président Macky Sall. Djibouti, dans la même veine, ce pays de l'océan Indien sollicite le soutien du Sénégal pour le poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine. Et puis le directeur général de la BID en visite à Dakar a été également reçu par le président Macky Sall. Bathily for Africa fait son dernier plaidoyer à Dakar avant le sommet de l'Union africaine prévu le 26 janvier prochain à Addis Abeba. Le candidat du Sénégal et de la CEDEAO au poste de président de la Commission de l'UA a délivré un message avec plein de conviction sur sa vision de l'Afrique et son engagement à servir le continent. Le programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers suscite l'appétit. À Matam, l'on attend beaucoup du Puma. Avec ses 200 km de frontières fluviales avec la Mauritanie, la région dévoile déjà ses attentes et ses ambitions. Qu'en 2017, le Sénégal confirme sa place de leader du groupe B. Les Lions et les Fennecs ont fait match nul, 2 buts partout à l'issue du troisième match de poule. Les joueurs de la Lune 6C rencontrent le Cameroun en quart de finale. Bonsoir et bienvenue à tous. Le roi du Maroc informe le président Macky Sall des formalités de retour de son pays au sein de l'Union africaine. C'est le ministre des Affaires étrangères du Royaume qui a porté le message ce matin à l'approche du sommet d'Addis Abeba. La République de Djibouti sollicite aussi le soutien du Sénégal pour sa candidature au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le vice-président de la Banque islamique de développement en visite au Sénégal. La synthèse de Oumar Nying. C'est l'envergure diplomatique du président Macky Sall qui est en relief avec ses audiences. Le ministre de l'Éducation nationale de Djibouti ouvre la série et dépose entre les mains du chef de l'État une lettre dans laquelle le président Ismaël Omar Guelleh, qui veut 2 postes à la Commission de l'Union africaine, sollicite le soutien du Sénégal. Je suis porteur d'un message du président Ismaël Omar Guelleh au président sénégalais Macky Sall, portant bien sûr sur le soutien de la République du Sénégal concernant la candidature de M. Yassine El-Mebouh, qui est donc ambassadeur plénipotentiaire et ancien ministre au poste de la vice-présidence de la Commission, et Mme Hawa Ahmed Youssouf, qui est également ancienne ministre, qui également postule pour le poste de commissaire aux affaires politiques. Donc je suis venu demander le soutien et l'appui du gouvernement sénégalais. Nous avons discuté également, bien sûr, des relations existantes entre les deux pays, surtout cette forte amitié entre les deux présidents, le président Ismaël Omar Guelleh et donc le président Macky Sall. Nous avons parlé également de l'appui, notamment en termes, parce que je suis ministre de l'Éducation nationale, nous avons parlé également déjà les relations qui existent entre les deux pays en termes d'éducation. Dans la même veine, le Maroc. Pour son retour au sein de l'Union africaine, le soutien du Sénégal est acquis. Au nom du roi Mohamed VI, le ministre des Affaires étrangères est venu informer le président Macky Sall de l'état d'avancement de la procédure. Le Maroc est toujours resté attaché à son continent et le Maroc est toujours resté actif, présent auprès de ses frères africains. Et j'ai informé son Excellence le Président de l'état d'avancement du processus d'adhésion du Maroc. Toutes les formalités ont été accomplies. Le Parlement a ratifié l'acte constitutif de l'Union africaine. La présidente de la Commission a été saisie officiellement avec les instruments de ratification et plus de 40 pays ont répondu favorablement au retour du Maroc. Donc au vu de l'acte constitutif, toutes les formalités ont été remplies et le prochain sommet d'Addis Abeba ne devrait être en vérité qu'une simple formalité. Une occasion de remercier un pays ami comme le Sénégal pour sa mobilisation, son soutien, qui a toujours été effectif et qui a été toujours engagé.
L'occasion était belle pour saluer le travail remarquable du Sénégal dans le dossier gambien. Salah Eddine Mezouar marque la satisfaction du roi Mohamed VI au président Macky Sall. Un hommage rendu au Sénégal pour le rôle qu'il a joué, la détermination avec laquelle il a géré ce dossier, mais également la grande sagesse avec laquelle ce pays frère a géré cette crise. Nous sommes heureux de cette issue. Ça permettra naturellement à la légalité constitutionnelle d'opérer et ça permettra à un pays frère comme la Gambie de poursuivre son chemin de construction démocratique dans le respect de la volonté de son peuple. On a parlé également de développement dans le bureau du président de la République avec cette délégation de la Banque islamique de développement conduite par son vice-président. Au-delà du paludisme et la microfinance, la banque s'est dite honorée de participer au financement du TER. Among these is the Regional Express Train Project, which we're proud to be associated. Cette visite aussi a été l'occasion d'échanger avec son Excellence le chef de l'État d'un des projets majeurs phares de sa présidence, qui est le train express régional, pour lequel la Banque islamique de développement est fière et honorée d'accompagner le gouvernement du Sénégal, car elle pense que c'est un projet transformateur qui va non seulement accompagner le développement socio-économique, mais transformer le paysage du Sénégal sur la planification urbaine, mais aussi créer des externalités positives pour l'économie sénégalaise dans son ensemble. Outre du projet TR, nous avons aussi discuté d'autres projets en vigueur au Sénégal et ce matin, le ministre des Finances a signé avec le vice-président de la BID deux projets importants. L'un concernant la lutte contre le paludisme, un projet de 33 millions de dollars qui va contribuer à distribuer 2 millions de moustiquaires imprégnés et des kits de lutte contre le malaria, mais aussi un projet important de microfinance islamique qui a aussi été mis en place, qui va permettre d'atteindre plus de 50 000 personnes au Sénégal. Nous parlerons des questions monétaires justement avec notre invité, le directeur national de la BCEAO, M. Amadou, qui vient nous parler de cette information faisant état de la circulation de faux billets de 10 000 et de 5 000 dans justement le réseau. C'est une information qui a été diffusée dans les réseaux sociaux. M. Amadou vient nous apporter quelques éclairages. En Gambie, le président Adama Barrow vient de nommer une vice-présidente. Elle s'appelle Fatoumata Diallo Tambadjan. Cette dernière était la cheville ouvrière de la manifestation qui avait valu au chef de l'UDP, Ousseynou Darbo, une arrestation et une condamnation à 3 ans ferme. Fatoumata Diallo Tambadjan, que vous voyez sur cette image, n'est pas novice en politique puisqu'elle est une ancienne conseillère politique du président Diawara, renversé par Yahya Jammeh en 1994. Nous sommes justement sur cette actualité avec notre reporter, notre envoyé spécial sur place à Banjul. Mamadou Samamo, bonsoir. Bonsoir Ibrahima Diédhiou. Est-ce qu'on peut savoir si les forces de la CEDEAO sont entrées à Banjul, comme on le signale sur plusieurs sites et médias du Sénégal? Ibrahima Diédhiou, justement, nous sommes en train présentement de vivre l'une des plus importantes opérations de ce déploiement des forces de la CEDEAO à Banjul, car après les commandos parachutistes qui ont fini de prendre position dans les endroits stratégiques de Banjul, la logistique vient justement de faire son entrée dans la capitale gambienne. Plusieurs rotations pour la logistique donc, de la CEDEAO, la logistique sénégalaise sous bannière de la CEDEAO. On attend la dernière rotation pour vous dire combien il est important le matériel qui est déployé donc de Dakar ici à Banjul pour permettre à cette opération de se dérouler dans d'excellentes conditions. Et ce que nous avons vu, ce sont des hommes donc, de ce groupement de la logistique qui sont très motivés, eu égard à ce matériel impressionnant, mais également au renouvellement de l'ensemble de la logistique sénégalaise qui a été décidé il y a quelques mois ou sinon il y a à peu près 2 ans, décidé donc par les hautes autorités. Ce qui fait qu'ici à Banjul,
au débarcadère. On a de gros engins. Le gros des troupes est même déjà à Bakau parce qu'on nous a dit que le groupement de la logistique va s'installer à Bakau. Mais juste pour vous dire qu'effectivement, les forces de la CEDEAO, après avoir fait leur entrée hier à partir de la frontière de Tarang, donc dans le territoire gambien, et de l'autre côté de la Casamance, après avoir donc coupé la route de Kaminaï et pris position dans les endroits stratégiques de la ville de Banjul par justement l'intermédiaire des commandos parachutistes, la logistique de l'armée sénégalaise, donc sous la bannière de la CEDEAO, a fait son entrée. Présentement, on est en train de suivre certainement la dernière rotation de ces engins qui viennent appuyer les troupes sur place. Alors justement, quelle est l'importance de cet aspect, la logistique, dans ce genre d'opération? Alors, une question assez pertinente, Ibrahim Diédhiou. La logistique, disons que sur 100 mois d'une armée, les 70% sont de la logistique. Parce que c'est la logistique qui appuie toutes les opérations. Quand le logisticien dit oui, l'opération peut réussir. Quand le combattant dit oui, il faut que le logisticien approuve l'opération. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir une armée, au top une armée moderne, sans une logistique importante. La logistique, c'est elle qui répare les engins, c'est elle qui répare les armes, donc qui a l'armement, c'est elle qui a tout ce qui est fait derrière donc les hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de combat s'il n'y a pas de logistique. Dans les armées modernes au monde, il faut 4 logisticiens, Ibrahim Diédhiou, pour un combattant. Et le Sénégal, quand il a voulu effectivement hisser son armée au top niveau, au niveau donc des armées modernes, il a beaucoup investi dans la logistique, mais avec des hommes également formés pour pouvoir utiliser cette logistique-là. Parmi eux, il y en a des mécaniciens, il y a des ingénieurs, il y a des électriciens. Donc comprenez que c'est, si par exemple on devrait comparer l'armée à de l'électricité, par exemple à de l'électricité, disons tout simplement que la centrale, ou que ce soit centrale thermique ou bien centrale hydroélectrique, c'est surtout la logistique, Ibrahim Diédhiou. Alors cette opération, c'est surtout la sécurisation de la ville de Banjul qui attend momentanément le président Adama Barrow. Est-ce que les conditions sont réunies pour le retour du président gambien? Alors tout porte à croire que le retour d'Adama Barrow est imminent ici et que devrait pouvoir se faire normalement dans quelques jours, même un peu moins d'une semaine. Parce que tout simplement, l'arrière-pays est présentement en cours de sécurisation. Ce que nous savons, c'est qu'au moins 70% à 80% du territoire gambien est aujourd'hui sous contrôle des forces de l'ECOMIG et qu'ici à Banjul, les commandos ont pris position au niveau des lieux stratégiques. Même le palais présidentiel est également sous contrôle. Cela veut dire tout simplement que sur le plan sécurisation, ça avance. Et on a appris que le commandant en chef des forces de la CEDEAO ici à Banjul a quitté Dakar et qu'il est présentement ici même dans la capitale gambienne. Cela voudrait dire que le commandement, donc l'état-major, s'est déplacé aujourd'hui de Dakar et venu s'installer ici à Banjul. Certainement, ils vont entrer en contact avec les hauts gradés de l'armée gambienne parce que je rappelle tout simplement, Ibrahim Diédhiou, que les militaires sénégalais et ouest-africains, donc la CEDEAO, n'a pas voulu désarmer l'armée gambienne parce qu'un président de la République a également besoin d'une armée équipée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit tout simplement que depuis que les généraux ont annoncé leur ralliement et qu'ils se rangent derrière les forces, donc ils vont laisser aux hommes leurs armes, mais en contrôlant, parce que tout simplement, il faut également avoir un œil vigilant, étant entendu qu'il y a toujours des éléments incontrôlés qui peuvent jouer les troubles faits. Mais je pense qu'avec ce que nous voyons ici à Banjul, cela ne va pas se produire. C'est pourquoi, donc, quand le général Ndiaye est là avec le staff de la CEDEAO, ils vont entrer en contact avec les hauts gradés gambiens, histoire donc de faire les derniers réglages en termes de sécurisation, mais également de coordination des efforts pour permettre donc le retour de Adama Barrow. Donc disons tout simplement que le commandement de la CEDEAO s'est déplacé ici à Banjul. Cela voudrait dire tout simplement qu'ils vont faire des équipes combinées et permettre justement le retour très rapide de Adama Barrow. Moment où nous espérons vous retrouver dans nos prochaines éditions pour notamment nous faire savoir comment les Gambiens ont accueilli la nomination de la nouvelle vice-présidente Fatoumata Diallo Tambadjan. Ce 30 janvier aura lieu l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. 3 jours avant son départ pour Addis Abeba, le professeur Abdoulaye Bathily
a tenu une conférence de presse pour faire le point sur sa campagne et parler de ses convictions. Célina Lunfal. Il a plusieurs fois visité les 53 pays du continent africain. Il a mis au service de l'Afrique son expérience. Le professeur Abdoulaye Bathily, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, a fait face à la presse pour faire le point sur sa campagne et sur ses motivations 3 jours avant son départ pour Addis Abeba. Ma vie personnelle et professionnelle est entièrement dédiée à ce continent. Mais également en tant qu'homme public au service de cette Union africaine même, dont je veux assurer la présidence de la Commission. L'expérience, c'est bien l'un des atouts du professeur Abdoulaye Bathily, qui a déjà tracé 3 grands chantiers sur lesquels il souhaite s'engager. Sans l'industrialisation, sans modernisation de l'agriculture, nous ne pouvons pas construire des économies africaines durables. La dimension de l'intégration économique est un aspect qui me paraît être un chantier majeur sur lequel la Commission doit travailler. Des réformes structurelles de la Commission de l'Union africaine elle-même pour répondre à son devoir d'aujourd'hui. Une vision et une stratégie claires ont guidé sa candidature. Une candidature de conviction, dira-t-il. Ma candidature, c'est une candidature au service du continent africain, que j'ai servi en différents titres et qualités pendant des décennies. Ce 30 janvier aura lieu l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Le professeur Abdoulaye Bathily est confiant. Le gouvernement du Sénégal s'est investi dans sa campagne pour qu'il soit élu. La CEDEAO a également assuré de son soutien à la candidature du professeur Abdoulaye Bathily. Quelles sont les tâches qui attendent Abdoulaye Bathily si toutefois il est élu? Il faut savoir que la présidence de la Commission de l'Union africaine est en poste né avec la réforme de l'instance continentale en 2002. Le président est élu par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Il a la mission de diriger l'instrument qui incarne l'exécutif de l'Union. Pabouna Tchaoua. La présidence de la Commission de l'Union africaine est une fonction née de la réforme de l'Organisation de l'Union africaine OUA le 9 juillet 2002. L'OUA fait place à l'UA, Union africaine, et le secrétariat général est aussitôt remplacé par la présidence de la Commission. Élu pour un mandat de 4 ans par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, le président dirige une commission de 10 membres. La commission a un statut d'autorité exécutive et dispose également d'un pouvoir d'initiative. Sa principale mission est d'être le moteur de l'intégration africaine et du processus de développement du continent en collaboration avec les États membres de l'Union, les communautés économiques régionales et les citoyens africains. Depuis sa création en 2002, la Commission de l'Union africaine a été successivement dirigée par l'Ivoirien Amara Essi de 2002 à 2003, le Malien Alpha Omar Konaré de 2003 à 2008, le Gabonais Jean Ping de 2008 à 2012 et puis par la Sud-Africaine de la Zouma depuis 2012. Elle sera remplacée à ce poste en fin janvier au prochain sommet des chefs d'État à Addis Abeba. En visite de 3 jours à Dakar, le vice-président de la Banque islamique de développement a signé avec le ministre de l'économie, des finances et du plan 3 accords de partenariat. Ces conventions de montant de plus de 50 milliards de francs CFA ont pour objectif d'augmenter le volume de financement de projets prioritaires, la lutte contre la malaria, la facilitation de l'accès aux marchés internationaux et le développement de la microfinance au Sénégal. Amadou Aramcham. Une rencontre de haut niveau pour sceller l'entente entre l'IFTC, PFO Canada et ACEPEX, une cérémonie sanctionnée par la signature de conventions d'importance pour le développement économique et social du pays. Il s'agit d'une part de 3 accords de financement concernant respectivement le développement de la microfinance islamique, l'appui à la lutte contre le paludisme et l'assistance technique pour le plan de communication du projet WAF, pour un montant cumulé de 92 millions de dollars, soit près de 51 milliards de francs CFA. D'autre part, d'un accord tripartite entre la Société islamique internationale de financement du commerce, l'Agence sénégalaise de promotion des exportations
et le Bureau de facilitation du commerce TFO Canada portant sur le programme de renforcement des capacités pour l'accès aux marchés internationaux. Organisme non gouvernemental à but non lucratif, TFO Canada, à travers son expertise commerciale, veut faciliter aux PME l'accès au marché canadien. Ceci grâce à ses services d'information, de conseil et de mise en relation. Il existe un grand potentiel d'exportation des produits sénégalais vers le marché canadien. Les consommateurs canadiens demandent de nombreux produits sénégalais. J'en ai nommé quelques-uns. On peut y ajouter les produits maraîchers, les produits alimentaires transformés, les produits de la mer, les produits cosmétiques, les produits textiles même, et les cuirs et les peaux. Le projet a un premier volet de formation des formateurs où on va travailler très étroitement avec la CEPEX. Le deuxième volet est vraiment axé sur le travail qu'on va faire à supporter les petites et moyennes entreprises du Sénégal. Depuis 1976, le groupe de la Banque islamique de développement ne cesse de renforcer sa coopération avec le Sénégal. Les conventions paraphées ont trait à l'appui des secteurs prioritaires. The bank and the government of Senegal adopted a medium. Un premier projet qui vise à contribuer au contrôle et à l'éradication du paludisme dans 4 régions du Sénégal. En plus de ce financement, la Banque islamique de développement a mobilisé 9,6 millions de ressources dont de la fondation Bill et Melinda Gates. Of the Imagine Senegal Plan. De 2012 à aujourd'hui, les ressources injectées par le groupe de la Banque islamique de développement au Sénégal sont estimées à 815 milliards CFA, dont une contribution de 197 milliards CFA pour la réalisation du train express régional. Un portefeuille qui s'alourdit. Je suis à la fois honoré et heureux de voir ces nouveaux projets intégrer le portefeuille déjà riche de 28 projets pour un montant total de 1655 millions de dollars, soit environ 910 milliards de francs CFA. Le gouvernement, qui prône une mutualisation des forces, apprécie les bonnes perspectives qui s'ouvrent grâce à la finance islamique. Le Sénégal, pour son intérêt particulier, pour ce système financier, se veut un terreau propice pour son développement. La BID est un partenaire efficace. Propos du directeur général de l'AIBD, confirmé par le ministre du Budget. C'était en marge cet après-midi de la visite du vice-président de la Banque islamique de développement à la 2e plateforme aéroportuaire du Sénégal. Un chantier qui évolue grâce à l'appui de l'institution financière. Le vice-président de la BID a aussi visité les chantiers de la section 2 de la VDN. Thierno Armanoussi. Sur les routes de l'émergence, le Sénégal se dote d'un aéroport international de dernière génération. À 47 km de Dakar, l'AIBD prend forme. Aujourd'hui, l'un des bailleurs de l'infrastructure constate avec satisfaction l'évolution des travaux. C'est vraiment très impressionnant et je suis très content de voir le progrès réalisé dans l'exécution de ce projet. Il y avait des retards, quelques retards il y a quelques mois, mais tout ça s'est réglé. Maintenant, ça commence à se bouger. La Banque islamique de développement a contribué avec efficacité dans le financement de l'AIBD. Pour le directeur général de l'aéroport, tout comme pour le ministre du Budget, la BID est un partenaire crédible, donc non négligeable. Entre 2012 et aujourd'hui, la banque nous a fait un concours de 910 milliards. Pour un total, depuis 1976, pour un total de plus de 1500 milliards de francs CFA. Donc c'est un partenaire qui nous soutient beaucoup. Et c'est pour ces raisons que le vice-président a tenu à venir prendre connaissance de l'état d'avancement des travaux de cet aéroport. Après l'aéroport international Blaise Diagne, le vice-président de la Banque islamique de développement fait cap sur la VDN. Le lot 1, achevé en 2008, et le lot 2 en chantier sont financés par l'institution. Au total, sur la VDN, la Banque islamique de développement a déroulé un financement estimé à 67 milliards de francs CFA.
À la une également, la BCEAO avec cette actualité qui fait état de la circulation de faux billets de 10 000 et de 5 000 sur le marché. Nous sommes avec M. Ahmadou Lo, vous êtes le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Diédiou. Alors, qu'en est-il justement de cette information sur la circulation de ces faux billets de banque sur le marché? Je vous remercie M. Diédiou de nous donner l'occasion de revenir sur des messages qui circulent au niveau des réseaux sociaux depuis hier, tendant à faire croire que la BCEAO a diffusé un communiqué pour dire qu'il y a des billets de 10 000 et de 5 000 francs CFA qui y aurait de faux numéros de série et qui ne seraient pas de même taille, et appelant les populations à ne plus accepter ces billets de 10 000 et de 5 000. Une information malveillante, fausse, que je tiens à venir devant votre plateau démentir. La BCEAO n'est nullement à l'origine de ces messages. Elle n'a apporté aucune modification à la gamme des billets aujourd'hui en circulation dans nos différents pays, donc les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine, à savoir le billet de 10 000 francs, le billet de 5 000 francs, le billet de 2 000 francs, le billet de 1 000 francs, le billet de 500 francs et les pièces. Nous tenons vraiment à démentir formellement cette information et de la façon la plus vigoureuse et en profiter pour appeler la population à plus de vigilance parce que un phénomène naturel s'est passé, les gens se sont passés le message de téléphone en téléphone et ça avait commencé à affoler certains. Et nous voudrions vraiment appeler la population à ne s'en référer qu'aux seules voies de communication usuelles que la BCEAO utilise, en l'occurrence son site internet. L'adresse du site internet pour celui qui utilise WhatsApp doit pouvoir quand même aller vers notre site internet. Je rappelle l'adresse www.bcao.int. Donc tout ce que la BCEAO donne comme communiqué, c'est à travers son site internet, la presse audiovisuelle et la presse écrite. Et donc vraiment, M. Diédiou, je voudrais à nouveau démentir formellement ces informations qui circulent, qui sont fausses. Il n'y a donc pas de raison de refuser les billets de 10 000, de 100 000? Aucune raison et heureusement certains l'ont compris, d'autres ne l'ont pas compris et ça a suscité quelques préoccupations. Encore une fois, la BCEAO, lorsqu'elle procède à de la démonétisation, elle communique suffisamment à l'avance, des mois et des mois, ce qui n'est pas le cas. Donc, rassurer la population, les billets de 10 000 et de 5 000 francs CFA continuent d'avoir cours légal et c'est une information particulièrement fausse de sources malveillantes. Alors, qu'est-ce qui explique la résurgence de ce phénomène ou de ces informations sur les faux billets, justement, notamment au Sénégal? Écoutez, nous le constatons tous, l'actualité, souvent, on parle beaucoup du franc CFA. On parle beaucoup du franc CFA, mais heureusement, les populations qu'on a cherché à affoler aujourd'hui continuent à croire en cette monnaie. Continuent à croire en cette monnaie. Une monnaie émise dans 8 pays qui enregistrent à l'échelle de l'Union une des croissances les plus fortes dans le monde depuis 3 ans. Un groupe de pays dans lesquels vous avez des réserves de change suffisantes, donc adéquation des réserves de change pour faire face aux paiements, et où vous avez un taux d'inflation faible qui permet à la population de continuer à garder la valeur de cette monnaie. Donc nous le constatons, il y a des attaques, c'est des propos très malveillants, très malveillants, contre lesquels on ne peut rien malheureusement avec les réseaux sociaux et avec ce monde. Mais la BCEAO tient à nouveau à rassurer et nous savons que la population continue à faire confiance en cette monnaie. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Écoutez, ceux qui ont diffusé ces propos malveillants doivent savoir qu'en matière d'émission monétaire, il y a des lois qui régissent l'usage de fausses informations portant sur cette monnaie. Et donc la BCEAO, par ma voix, se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des personnes, auteurs et complices de ces actes et messages de nature à porter atteinte aux signes monétaires et en cours légal dans l'Union monétaire ouest-africaine. C'est un acte malveillant, un acte très malveillant contre lequel
effectivement, la BCEAO pourrait engager des poursuites. Mais rassurer à nouveau vraiment la population, la BCEAO n'est pas à l'origine de ces messages. Des démentis sont faits à travers votre plateau et à travers d'autres médiums, et demander à la population de s'en référer aux sources officielles de la BCEAO, le site internet ou les communiqués, et de continuer à utiliser ces billets qui ont cours légal. Merci, Monsieur Armandoulo. Je rappelle que vous êtes le directeur national de la BCEAO, que vous nous apportiez des éclairages sur cette information faisant état de la circulation de faux billets de 10 000 et de 5 000. Soutenir le développement des statistiques agricoles à travers les politiques nationales, l'option est claire pour les bailleurs et les acteurs du secteur qui réfléchissent présentement sur les moyens à mettre en œuvre une agriculture plus performante dont le continent devrait pouvoir garantir la sécurité alimentaire. Fanta Badji. Les statistiques sont un élément essentiel pour l'élaboration des politiques nationales agricoles. Bailleurs et acteurs sont ici pour échanger sur le développement des données agricoles africaines qui peuvent se décliner au niveau national. Appuyer les pays dans leur volonté de renforcer leur capacité en ressources humaines, en ressources techniques, mais aussi à terme en ressources financières, et à améliorer la coordination dans ce domaine. Ceci, bien entendu, pour permettre de disposer de toutes les informations nécessaires à la prise en charge des enjeux majeurs de l'agriculture et de nos pays. Le Sénégal fait partie des premiers pays à élaborer le plan stratégique de développement des statistiques agricoles. Celui-ci est soumis ici aux bailleurs pour soutien et appui en faveur de tout le continent. On se retrouve ici pour vendre le plan stratégique qu'on a élaboré. Donc c'est ça l'objet en fait. Cette rencontre, son objectif final, c'est au sortir de la rencontre qu'on puisse avoir des partenaires qui vont financer le plan. Nous voulons renforcer justement ces systèmes statistiques parce que sans information statistique, on ne peut pas développer un pays. Il nous faut des données de base, nous projeter, fixer des objectifs en fournissant de la science technique évidemment pour la mise en œuvre, mais aussi les aider à mobiliser les ressources nécessaires. Cette conférence est d'une importance capitale pour l'Afrique puisque la réussite des politiques agricoles repose essentiellement sur les statistiques. Beaucoup de pays y prennent part pour bénéficier justement des ressources nécessaires pour le développement de l'agriculture dans le continent et la garantie de la sécurité alimentaire. Les problèmes d'eau et d'assainissement à Rufisque qui a été l'objet ce jour de la visite du ministre Mansour Faye. 4 localités de la vieille cité vont intégrer le programme d'urgence de restructuration. Nafissatou Diouf. C'est au pas de charge que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité quelques quartiers de Rufisque. Au total, 4 localités, à savoir Darou Karim, Darou Rahman, Touba Alouar et Koloban Nord, ont reçu Mansour Faye et les directions techniques relevant de son autorité. Toutes ont un réseau d'adduction d'eau insuffisant, voire inexistant. Ici, c'est nous, les femmes se lèvent à 4 h du matin pour avoir de l'eau. Bon, des fois, on n'arrive même pas à avoir de l'eau. Des fois, on va jusqu'à la mosquée en bas. C'est là-bas qu'on cherche de l'eau. Mais ici, comme c'est un peu élevé, bon, c'est pour cela qu'on ne peut pas avoir de l'eau la nuit. C'est d'ailleurs pour davantage s'imprégner de la situation et prendre à bras-le-corps le problème que le ministre a fait le déplacement. Entouré de ses techniciens, Mansour Faye a écouté les populations. Leurs doléances tournent autour de l'accès à l'eau potable, mais aussi à un meilleur réseau d'assainissement. Nous sommes 36 000 habitants et souffrons de problèmes d'eau et d'assainissement. Votre visite vient à point nommé. Nous vous remercions de votre déplacement. La forte croissance démographique, des branchements le plus souvent irréguliers qui polluent le réseau, la restructuration des zones ciblées est devenue plus qu'urgente. Vous avez été, dès notre demande d'audience, manifester votre volonté d'être auprès des populations, en nous fixant immédiatement une date et en instruisant vos services de prendre contact et de faire l'évaluation sur le terrain, ce qui a été fait avant votre venue. Cela, effectivement, nous a amené à mobiliser à peu près, dans le cadre d'un réaménagement budgétaire, 1 milliard de francs CFA à investir au niveau de l'assainissement pour 520 millions
et au niveau de l'hydraulique, c'est-à-dire l'alimentation en eau potable, à hauteur environ de 500 millions de francs CFA. Ça, c'est des solutions immédiates que nous allons mettre en œuvre, en attendant que donc, les solutions à moyen terme et long terme puissent être réalisées. Dans le moyen terme, dans le court terme déjà, il y a le programme de 10 villes qui va prendre en charge des préoccupations en matière d'assainissement au niveau de Rufisque pour un montant global environ de 7 milliards de francs CFA. Dans cette même lancée aussi, nous avons prévu de faire des études pour, à la suite de ça, faire une requête à envoyer à un bailleur pour un montant à peu près de 10 milliards, montant qui va nous permettre en réalité de régler maintenant définitivement les questions liées à l'assainissement au niveau de Rufisque. Les fortes tensions que connaît le réseau de distribution d'eau de la capitale se font ressentir durement par les populations de Rufisque et des solutions à court et moyen terme sont déjà envisagées. Le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, l'ambassadeur de France au Sénégal, ont visité le centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique. Ils ont eu connaissance des modules qui sont enseignés et du mode de gouvernance. Hamidou Diop. Dans l'enceinte du centre de formation des métiers portuaires et à la logistique, ces étudiants ont déjà pris leur marque. Ici, on apprend des métiers modernes et très demandés. Le ministère de la formation professionnelle exploite ce créneau pour caser les jeunes. L'initiative a déjà porté ses fruits. Le centre qui est très bien géré, un mode de pilotage et d'organisation de haut niveau, exige de notre part un accompagnement pour pouvoir élargir les offres de formation, les capacités d'accueil. Et donc c'est tout ça qu'on est venu voir et peut-être même de l'équipement. On vient de voir qu'il leur faut encore une autre grue et donc c'est toutes ces questions avec l'AFD, le ministère, les entreprises. Son Excellence vient de dire qu'il n'y a pas de chômeurs pratiquement. Comme partenaire, l'Agence française de développement est venue apprécier le travail effectué. En créant ce centre, le ministère de la formation professionnelle a voulu consolider la compétitivité de la place portuaire de Dakar. Tous les élèves qui sortent de ce centre trouvent un emploi au niveau des entreprises portuaires. Ça, c'est vraiment le signe, la marque du succès. Et donc je suis venu voir cette expérience et voir aussi comment est-ce qu'on peut contribuer avec l'AFD, avec l'État sénégalais, avec les entreprises françaises qui sont nombreuses, comme vous le savez, dans le secteur du port, que ce soit Bolloré, que ce soit Necotrans ou que ce soit CGA, CGM, comment est-ce qu'on peut contribuer à développer encore ce centre. Dans ce centre, on forme des conducteurs d'engins tout type, des conducteurs routiers de marchandises, des techniciens spécialisés en manutention, exploitation et des techniciens spécialisés en exploitation, transport. Sécurité, désenclavement, infrastructures de base, ce sont les principales composantes du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA avec ses 200 km de frontières fluviales avec la Mauritanie. Matam attend de tirer le meilleur profit de ce programme du chef de l'État, Oumou Kalsoum Sall. Ce matin, le lieutenant de police Edouard Ngom et ses hommes effectuent une patrouille sur le fleuve Sénégal. Une opération qui entre dans le cadre des activités de surveillance de la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Nous contrôlons le flux migratoire, c'est-à-dire tous les gens qui viennent au Sénégal, qui viennent de la Mauritanie, nous les contrôlons et pour voir si ils ne sont pas porteurs d'objets dangereux, pour voir si, en rentrant dans notre territoire, ils ont tous les documents de voyage requis. La police dispose seulement de 9 postes officiels sur les 200 km de frontières fluviales entre les deux pays. Les populations de part et d'autre arrivent à traverser à partir de points clandestins et très souvent pendant la nuit. D'où l'intérêt d'effectuer régulièrement des patrouilles terrestres ou fluviales. Bon, nous n'avons pas eu la chance d'interpeller des suspects, des individus suspects, armés ou non, mais quand même, c'est dissuasif, les patrouilles. Parce que nous interpellons des piroguiers, nous interpellons également des gens qui traversent par des points non officiels et à chaque fois, nous leur tenons un langage clair
Et nous en profitons également pour sensibiliser tous ces gens-là qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que le fait d'utiliser les points non officiels est un danger pour nous et pour eux-mêmes. Le lieutenant Ngom souhaite toutefois plus de moyens pour l'accomplissement de sa mission. Je souhaiterais que le nombre de mes éléments soit donc augmenté. Je souhaiterais également disposer d'autres moyens comme des véhicules et des pirogues. Et parce que la vedette qui est là à notre disposition, et le moteur est trop puissant, donc le moteur consomme beaucoup de carburant, donc nous l'utilisons mais difficilement. Des manquements qui devraient être vite oubliés avec la mise en œuvre du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA. Matam, une des régions cibles, accorde beaucoup d'intérêt à cette initiative du chef de l'État. À notre sens, ce programme, par-delà tout, vise à atteindre 3 objectifs majeurs. Le premier objectif est un objectif sécuritaire. Il va permettre de régler le problème de l'insécurité frontalière. Il va aider à sécuriser nos frontières du côté nord à travers l'implantation de brigades de gendarmerie, de postes de police et d'autres unités militaires qui pourraient être donc installées le long de cette frontière. À Matam, où certaines localités ne sont toujours pas couvertes par le réseau téléphonique, la composante désenclavement du Puma va projeter beaucoup de villages dans une nouvelle ère. Il a un important volet de désenclavement. À travers le désenclavement sous toutes ses formes, mais plus particulièrement le volet désenclavement numérique, le programme va aider les localités bénéficiaires à accéder au téléphone et à l'Internet. Téléphone et Internet qui sont aujourd'hui des outils importants pour accéder à la modernité. Toujours dans le cadre de ce volet, les populations peuvent s'attendre à une amélioration des conditions de la traversée. Il convient de reconnaître quand même qu'il y a beaucoup de risques que les populations prennent lors de ces traversées. Nous, au niveau administratif, nous avions déjà fait le nécessaire en prenant un arrêté qui autorisait la traversée à partir de 7 h du matin pour s'arrêter à 19 h. Mais vous savez, dans des zones où nous n'avons pas suffisamment de postes de contrôle, il est difficile de faire appliquer donc cette réglementation. Mais avec ce programme Puma, nous avons proposé à l'autorité la réalisation d'abord de débarcadères et la réalisation de bacs qui permettra une traversée plus sécurisée de nos populations en direction de la Mauritanie. Et dans son troisième volet de réalisation d'infrastructures de base, certains des 99 villages situés le long de la frontière vont bénéficier de postes de santé, d'écoles et d'ouvrages hydrauliques. Une nouvelle commission de suivi du fichier électoral. Le comité a été installé cet après-midi au ministère de l'Intérieur. Il est composé de plusieurs partis de l'opposition, d'indépendants et de non-alignés. Il y a eu cependant quelques notes discordantes quant à sa composition. Oumou Baldé. Comme souhaité par quelques partis politiques, un comité de suivi de la refonte du fichier électoral est mis en place. Composé d'une vingtaine de membres, le comité va œuvrer à la bonne marche du processus. Seulement, une partie de l'opposition fustige l'implication des indépendants dans la nouvelle commission. C'est à l'occasion d'une audience du président de la République avec une partie de l'opposition ou un groupe de l'opposition que la création de ce comité de suivi avait été décidée. Aujourd'hui, il était question donc d'installer ce comité de suivi. Une partie de l'opposition, le groupe de l'opposition a choisi de ne pas participer. C'est ce qui a été exprimé. Bien sûr, c'est regrettable, mais ce comité a été installé. Un arrêté va être produit la semaine prochaine ou plus tard, et le comité va travailler. Mais évidemment, ce qui est le plus important, c'est que tout le monde y participe. Toutefois, le comité ne va pas tarder à démarrer ses activités sous la supervision de la Sénat. Comme d'habitude, la Sénat est l'acteur principal dans le contrôle du scrutin.
La refonte du fichier est suivie déjà par la Sénat, qui en a les compétences et les moyens. Mais les partis politiques ont exprimé le vœu d'être aussi des contrôleurs de ce processus. Il n'y a rien qui s'y oppose. La Sénat est surtout habitée par le vœu d'avoir des élections transparentes et un fichier incontestable. Le ministère de l'Intérieur, qui pilote toutes ces activités électorales, se dit prêt et ouvert au dialogue pour un bon déroulement du processus en cours. L'inauguration des centres d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Tambacounda et Kédougou. Les populations n'auront plus besoin d'aller au tribunal pour régler certains litiges ou conflits, les affaires commerciales par exemple. Les détails avec Tchorodia. Depuis plus d'une vingtaine d'années, il n'existe qu'un seul centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation au Sénégal. Il est logé à l'intérieur de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Aujourd'hui, l'État et ses partenaires ont décidé d'implanter des centres régionaux d'arbitrage, de médiation et de conciliation. Les antennes régionales de Tambacounda et Kédougou ont été installées. Nous avons donc pensé qu'il fallait promouvoir ces deux structures à Tamba et à Kédougou. Nous l'avons fait avec le soutien de Osiwa et nous allons continuer à soutenir ces structures pour qu'elles se développent, pour qu'elles se fortifient et qu'elles deviennent autonomes du point de vue financier et du point de vue administratif. Au niveau du tribunal, tous les contentieux, en tout cas, ou les litiges, sont tranchés de façon publique. Et ceci, je pense, peut être gênant pour des opérateurs économiques, en tout cas, qui ne veulent pas peut-être que l'étalage de tous leurs conflits. Et donc, l'intérêt du centre d'arbitrage, c'est d'abord de permettre aux différents protagonistes de pouvoir choisir eux-mêmes parmi la liste d'arbitres ou de conciliateurs ou de médiateurs qu'on leur soumet. Ces modes alternatifs de règlement de conflits que sont l'arbitrage, la médiation et la conciliation sont des outils utilisés dans des pays de très grande démocratie. Nous avons connu beaucoup de litiges, des litiges du point de vue de la dimension financière qui vont de 500 000 jusqu'à 24 milliards. Et ensuite, il ne s'agit pas simplement d'affaires entre des sociétés privées, même l'État peut aller en médiation avec des sociétés privées. Alors, la médiation de justice en général connaît des affaires pénales, alors que le centre d'arbitrage connaît des affaires civiles et commerciales. Dans ces centres, arbitres, médiateurs et conciliateurs ne sont pas choisis par hasard. Au niveau du centre d'arbitrage, 160 arbitres et médiateurs qui en particulier sont des Sénégalais mais qui sont aussi de nationalité étrangère. Leur profil de compétence va du magistrat en passant par l'avocat, de l'expert juridique, de l'ingénieur. Vous voyez, il y a une différence parce qu'au tribunal, seuls les avocats peuvent plaider et seuls les magistrats peuvent connaître les litiges. Les services proposés par ces centres apportent la garantie d'un déroulement correct de la procédure d'arbitrage, de médiation ou de conciliation. Sainte Agnès a été fêtée ce dimanche par les chrétiens de la communauté paroissiale de Rufisque. La célébration eucharistique a été présidée par l'évêque de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mamba, a appelé les fidèles à maintenir la flamme de leur foi. Comme chaque année, l'organisation et l'animation culturelle sont confiées à une ethnie de la communauté paroissiale. Pour cette année, ce sont les Diola qui sont à l'honneur. Jean Dior. Lorsqu'il s'agit de célébrer la solennité de Sainte Agnès, mobiliser la communauté catholique du département de Rufisque n'a pas été difficile. Les places de l'église n'ont pas suffi pour accueillir tous les fidèles venus assister à la fête de la patronne des lieux. Une messe présidée par l'évêque de Ziguinchor qui invite les chrétiens à veiller car ils ne savent ni l'heure ni le jour. Cet appel de l'évangile du jour est la parabole des 10 vierges qui attendaient un époux. Les 10 fiancées prises individuellement représente donc chaque personne qui a déjà répondu à l'appel du Christ Seigneur dans la nouvelle alliance scellée dans le baptême, que les autres sacrements nourrissent comme cette huile qui nourrit la flamme de notre foi. Toutes les jeunes filles dont il est question dans l'Évangile se sont préparées, comme nous le sommes aujourd'hui, pour célébrer cette Eucharistie, attendant et espérant
l'arrivée de l'époux. Après l'homélie, les paroissiens ont confié à Dieu leurs supplications à travers toutes les langues dites par les ethnies de la communauté paroissiale de Sainte-Agnès de Rufisque. La prière universelle a été suivie de l'offertoire. La communauté paroissiale a donné en offrande le fruit de son quotidien. Tout présenté à l'hôtel dans une bonne ambiance par la communauté Diola. Nous avons, comme disent les politiciens, relevé un peu le défi de l'organisation. L'animation culturelle, nous avons pris les richesses de chaque Diola. Parce que, comme j'ai dit, il y a les Kassa, les Bloufs, les Fognis. Chacun est sorti avec sa spécificité. Nous avons mis ensemble et nous animons. Les Diola passent le flambeau aux Mancagnes pour la fête patronale de l'année 2018. Cette dernière va, avec toutes les paroissiens, célébrer la patronne de la chasteté. À 12 ans, la petite Agnès, vierge et martyre, s'est donnée au Seigneur. Pour Monseigneur Paul Abel Mamba, Sainte Agnès doit être un modèle de vie chrétienne. Malgré sa jeunesse, son grand courage aussi, face à l'adversité, elle a tenu ferme. Et elle a tout donné au Christ, ce qu'elle a et ce qu'elle est. Donc sa personne, sa jeunesse, son courage, sa virginité et sa pureté, et aussi son courage. À la fin de la célébration eucharistique, riche en enseignements spirituels, l'évêque a exhorté les fidèles à travailler et à s'engager pour alimenter la flamme de leur foi, et ce à travers l'Eucharistie, symbole par excellence de leur foi. Football, le Sénégal termine la phase de poule de la CAN invaincu. 3 matchs, 2 victoires en nul face à l'Algérie. Cet après-midi, les Lions confirment leur première place. L'Algérie, elle, est éliminée de la compétition. Retour sur les temps forts de la partie avec Pape Biram Biguignaï. En alignant l'équipe B du Sénégal, Aliou Cissé fait le choix de reposer les cadors pour être d'attaque face au Cameroun samedi en quart de finale. 10 changements sur le 11 de départ. Karambouch, seul rescapé, hérite du brassard de capitaine. L'Algérie, dos au mur, sous pression, ouvre le score dès la 10e minute. De Slimani débloque le compteur du match. Les Lions réagissent dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Mauvais renvoi de la défense algérienne et superbe frappe de Pape Kouli Diop. C'est l'égalisation, un but partout à la mi-temps. Du retour des vestiaires, les Fennecs accentuent la pression, reprennent l'avantage. 2 buts à 1. Encore une passe D de Mahrez. Encore un but de Slimani. Et le but, non. Pas de but encore. L'arbitre, qu'est-ce qu'il a dit? Le but est validé. Mais bon, Riyad Mahrez qui continue de jouer. Il sert Islam Slimani qui, avec un peu de chance, réussit à mettre ce ballon au fond des filets. Un doublé anecdotique, puisque Moussa Sow va remettre les pendules à l'heure. Frappe sèche limpide, directement au fond des filets. C'est lui déjà qui effectue la déviation. Le bon retour derrière de Annie. Mais Moussa Sow, sans se poser de questions, frappe. Un tir superbe, un tir croisé. 2 buts partout, score final. Une constellation de stars côté algérien qui est tenu en échec par une équipe B du Sénégal avec des schémas tactiques inédits, des cartes brouillées. Samedi, face au Cameroun, ce sera du haut niveau. Absolument, il faut quand même... L'autre match de la poule B s'est joué à la même heure, mais à Libreville, la Tunisie a battu le Zimbabwe 4 buts à 2 et se qualifie en quart de finale. Le Zimbabwe termine à la dernière place du groupe avec seulement 1 point en quart de finale. La Tunisie fera face aux étalons du Burkina Faso. C'est terminé pour cette édition. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le journal, voici les titres. Le Maroc réaffirme son intention de se retrouver au sein de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume syrien s'en est ouvert au président Macky Sall. Djibouti, dans la même veine, ce pays de l'océan Indien sollicite le soutien du Sénégal pour le poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine. Et puis le directeur général de la BID en visite à Dakar a été également reçu par le président Macky Sall.
Bathily for Africa fait son dernier plaidoyer à Dakar avant le sommet de l'Union africaine prévu le 26 janvier prochain à Addis Abeba. Le candidat du Sénégal et de la CEDEAO au poste de président de la commission de l'UA a délivré un message avec plein de conviction sur sa vision de l'Afrique et son engagement à servir le continent. Le programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers suscite l'appétit. À Matam, l'on attend beaucoup du Puma. Avec ses 200 km de frontières fluviales avec la Mauritanie, la région dévoile déjà ses attentes et ses ambitions. Qu'en 2017, le Sénégal confirme sa place de leader du groupe B. Les Lions et les Fennecs ont fait match nul, 2 buts partout à l'issue du 3e match de poule. Les joueurs de la Lune 6C rencontrent le Cameroun en quart de finale. Bonsoir et bienvenue à tous. Le roi du Maroc informe le président Macky Sall des formalités de retour de son pays au sein de l'Union africaine. C'est le ministre des Affaires étrangères du Royaume qui a porté le message ce matin à l'approche du sommet d'Addis Abeba. La République de Djibouti sollicite aussi le soutien du Sénégal pour sa candidature au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le vice-président de la Banque islamique de développement en visite au Sénégal. La synthèse de Oumar Nying. C'est l'envergure diplomatique du président Macky Sall qui est en relief avec ses audiences. Le ministre de l'Éducation nationale de Djibouti ouvre la série et dépose entre les mains du chef de l'État une lettre dans laquelle le président de 33 millions de dollars qui va contribuer à distribuer 2 millions de moustiquaires imprégnés et des kits de lutte contre le malaria, mais aussi un projet important de microfinance islamique qui a aussi été mis en place, qui va permettre d'atteindre plus de 54 000 personnes au Sénégal. Nous parlerons des questions monétaires justement avec notre invité, le directeur national de la BCEAO, M. Ramadoulo, qui vient nous parler de cette information faisant état de la circulation de faux billets de 10 000 et de 5 000 dans justement le réseau. C'est une information qui a été diffusée dans les réseaux sociaux. M. Ramadoulo vient nous apporter quelques éclairages. En Gambie, le président Adama Barrow vient de nommer une vice-présidente. Elle s'appelle Fatoumata Diallo Tambadjan. Cette dernière était la cheville ouvrière de la manifestation qui avait valu au chef de l'UDP, Ousseynou Darbo, une arrestation et une condamnation à 3 ans ferme. Fatoumata Diallo Tambadjan, que vous voyez sur cette image, n'est pas novice en politique puisqu'elle est une ancienne conseillère politique du président Diawara, renversé par Yahya Jammeh en 1994. Nous sommes justement sur cette actualité avec notre reporter, notre envoyé spécial sur place à Banjul. Mamadou Samamo, bonsoir. Bonsoir Ibrahima Diédhiou. Est-ce qu'on peut savoir si les forces de la CEDEAO sont entrées à Banjul, comme on le signale sur plusieurs sites et médias du Sénégal? Ibrahima Diédhiou, justement, nous sommes en train présentement de vivre l'une des plus importantes opérations de ce déploiement des forces de la CEDEAO à Banjul, car après les commandos parachutistes qui ont fini de prendre position dans les endroits stratégiques de Banjul, la logistique vient justement de faire son entrée dans la... Ismaël Omar Guelleh, qui veut 2 postes à la Commission de l'Union africaine, sollicite le soutien du Sénégal. Je suis porteur d'un message du président Ismaël Omar Guelleh au président sénégalais Macky Sall, portant bien sûr sur le soutien de la République du Sénégal concernant la candidature de M. Yassine Elmebouh, qui est donc ambassadeur plénipotentiaire et ancien ministre au poste de la vice-présidence de la Commission, et Mme Hawa Ahmed Youssouf, qui est également ancienne ministre, qui également postule pour le poste de commissaire aux affaires politiques. Donc je suis venu demander le soutien et l'appui du gouvernement sénégalais.
Nous avons discuté également, bien sûr, des relations existantes entre les deux pays, surtout cette forte amitié entre les deux présidents, le président Ismaël Omar Guelleh et donc le président Macky Sall. Nous avons parlé également de l'appui, notamment en termes, puisque je suis ministre de l'Éducation nationale, nous avons parlé également déjà les relations qui existent entre les deux pays en termes d'éducation. Dans la même veine, le Maroc. Pour son retour au sein de l'Union africaine, le soutien du Sénégal est acquis. Au nom du roi Mohamed VI, le ministre des Affaires étrangères est venu informer le président Macky Sall de l'état d'avancement de la procédure. Le Maroc est toujours resté attaché à son continent et le Maroc est toujours resté actif, présent auprès de ses frères africains. Et j'ai informé son Excellence le Président de l'état d'avancement du processus d'adhésion du Maroc. Toutes les formalités ont été accomplies. Le Parlement a ratifié l'acte constitutif de l'Union africaine. La présidente de la Commission a été saisie officiellement avec les instruments de ratification et plus de 40 pays ont répondu favorablement au retour du Maroc. Donc au vu de l'acte constitutif, toutes les formalités ont été remplies et le prochain sommet d'Addis Abeba ne devrait être en vérité qu'une simple formalité. Une occasion de remercier un pays ami comme le Sénégal pour sa mobilisation, son soutien, qui a toujours été effectif et qui a été toujours engagé. L'occasion était belle pour saluer le travail remarquable du Sénégal dans le dossier gambien. Salah Eddine Mezouar marque la satisfaction du roi Mohamed VI au président Macky Sall. Un hommage rendu au Sénégal pour le rôle qu'il a joué, la détermination avec laquelle il a géré ce dossier, mais également la grande sagesse avec laquelle ce pays frère a géré cette crise. Nous sommes heureux de cette issue. Ça permettra naturellement à la légalité constitutionnelle d'opérer et ça permettra à un pays frère comme la Gambie de poursuivre son chemin de construction démocratique dans le respect de la volonté de son peuple. On a parlé également de développement dans le bureau du président de la République avec cette délégation de la Banque islamique de développement conduite par son vice-président. Au-delà du paludisme et la microfinance, la banque s'est dit honorée de participer au financement du TER. Among these is the Regional Express Train Project, which we're proud to be associated. Cette visite aussi a été l'occasion d'échanger avec son Excellence le chef de l'État d'un des projets majeurs phares de sa présidence, qui est le train express régional, pour lequel la Banque islamique de développement est fière et honorée d'accompagner le gouvernement du Sénégal, car elle pense que c'est un projet transformateur qui va être non seulement accompagner le développement socio-économique, mais transformer le paysage du Sénégal sur la planification urbaine, mais aussi créer des externalités positives pour l'économie sénégalaise dans son ensemble. Outre du projet TR, nous avons aussi discuté d'autres projets en vigueur au Sénégal et ce matin, le ministre des Finances a signé avec le vice-président de la BID deux projets importants, l'un concernant la lutte contre le paludisme, un projet capitale gambienne. Plusieurs rotations pour la logistique donc de la CEDEAO, la logistique sénégalaise sous bannière de la CEDEAO. On attend la dernière rotation pour vous dire combien il est important le matériel qui est déployé donc de Dakar ici à Banjul pour permettre à cette opération de se dérouler dans d'excellentes conditions. Et ce que nous avons vu, ce sont des hommes donc de ce groupement de la logistique qui sont très motivés eu égard à ce matériel impressionnant, mais également au renouvellement de l'ensemble de la logistique sénégalaise qui a été décidé il y a quelques mois ou sinon il y a à peu près 2 ans, décidé donc par les hautes autorités. Ce qui fait qu'ici à Banjul, au débarcadère, on a de gros engins. Le gros des troupes est même déjà à Bakau parce qu'on nous a dit que le groupement de la logistique va s'installer à Bakau. Mais juste pour vous dire qu'effectivement, les forces de la CEDEAO, après avoir fait leur entrée hier à partir de la frontière de Tarang, donc dans le territoire gambien, et de l'autre côté de la Casamance, après avoir donc coupé la route de Kaminaï et pris position dans les endroits stratégiques de la ville de Banjul
par justement l'intermédiaire des commandos parachutistes, la logistique de l'armée sénégalaise, donc sous la bannière de la CEDEAO, a fait son entrée. Présentement, on est en train de suivre certainement la dernière rotation de ces engins qui viennent appuyer les troupes sur place. Alors justement, quelle est l'importance de cet aspect, la logistique, dans ce genre d'opération? Alors, une question assez pertinente, Ibrahim Diédhiou. La logistique, disons que sur 100 mois d'une armée, les 70% sont de la logistique. Parce que c'est la logistique qui appuie toutes les opérations. Quand le logisticien dit oui, l'opération peut réussir. Quand le combattant dit oui, il faut que le logisticien approuve l'opération. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir une armée, au top une armée moderne, sans une logistique importante. La logistique, c'est elle qui répare les engins, c'est elle qui répare les armes, donc qui a l'armement, c'est elle qui a tout